Alors voici le système extrudique de la Savonic. Je vais vous montrer un petit peu toutes les pièces qu'il y a dedans rapidement. Donc vous avez un motoréducteur coudé qui permet d'entraîner une vis sans fin dont le pas varie, donc du plus grand au plus petit pour pouvoir faire la compression. Vous amenez votre matériel, donc vos petits savons à l'intérieur ici et ça les comprime. Ensuite, vous avez une filière à l'extrémité qui permet en fait de former le savon, mais pour qu'il soit, ça soit facile à former, on réchauffe cette partie-là au niveau de la filière par une résistance chauffante dans un bain d'huile. Donc, je vais vous montrer maintenant par rapport à ça les schémas électriques. Auparavant, je vais juste vous dire que dans le lycée, on a un élément supplémentaire qui est le malaxeur qui se trouve au-dessus, qui permet en fait de malaxer et de faciliter la compression. Alors, lorsqu'on comprime, on chauffe, mais aussi le savon a tendance à coller à la matière de la vis. Donc toute cette partie-là est aussi refroidie, soit avec de l'eau, donc il y a une circulation d'eau, ou soit avec un système de refroidissement à moins 5 degrés. Bien, alors je vais vous montrer les schémas électriques. Les voici. Donc on dispose de la version Siemens et vous remarquerez que là vous avez les numéros des pages et en dessous le numéro du folio. Donc, pour pouvoir démarrer l'installation, on a un interrupteur général, un interrupteur sectionneur, vous le voyez ici. Pourquoi on voit un interrupteur sectionneur? Vous avez la boule et le trait qui est au-dessus. Ensuite, vous avez un disjoncteur de protection générale, donc tétra, puisqu'il comprend aussi le neutre, et un dispositif différentiel. Ça permet en fait l'alimentation en 400 volts de l'ensemble. Alors, pour la mise en service, on retrouve ici le circuit de commande, une partie du circuit de commande. Donc ici, vous avez son alimentation avec sa protection et enfin la ligne de mise en service. Donc lorsque vous appuyez sur marche, vous avez l'alimentation du contacteur KM1 qui est fonctionnel, donc la bobine est alimentée. Vous avez auto-maintien et fermeture de ce contact ici. Dès l'instant où vous appuyez sur arrêt ou que quelqu'un percute l'arrêt d'urgence, vous avez l'arrêt de la mise en service. À ce moment-là, sur le circuit de puissance, ces contacts qui sont ici, contacts de puissance, se ferment, ce qui permet en fait l'alimentation du variateur et de la résistance de chauffe, donc d'un point de vue énergie de puissance. Donc je reviens sur ce schéma de commande parce qu'il contient aussi tout l'aspect sécurité. Donc l'aspect sécurité va être géré par le module de sécurité. Ce module de sécurité va gérer à la fois l'alimentation du variateur, mais aussi l'alimentation du malaxeur. Donc, comment ça fonctionne? Alors, ce module de sécurité, il est là pour vérifier que tout est OK avant de pouvoir mettre en service, ou lorsqu'il y a un souci, de ne pas pouvoir mettre en service. Donc, vous allez avoir 3 boucles. La première boucle, elle est constituée entre S12 et S52. Donc, on la voit ici, si vous suivez. Ça passe par tous les fins de course et ça revient. D'accord? Donc, cette boucle-là, quand elle est fermée, le module de sécurité sait que tout fonctionne correctement pour l'instant. Vous avez une deuxième boucle ici qui constitue aussi des fins de course. Vous avez la même chose, le même circuit. Donc, pour pouvoir fonctionner, il faut impérativement que ces deux boucles soient fermées. C'est-à-dire qu'il n'y ait personne qui percute l'arrêt d'urgence, que les fins de course du capot ou du capot malaxeur soient fonctionnelles. Alors, une fois que ces deux boucles sont fermées, vous avez une troisième boucle d'autorisation de mise en fonctionnement. Donc, lorsque vous appuyez sur SH5, qui est en fait le démarrage du malaxeur et de l'extrudeuse, pardon, ou SH7 qui est le malaxeur, eh bien, si pour l'instant les bobines sont fonctionnelles et ne pas alimentées, eh bien vous avez cette ligne-là qui est constituée entre S11 et S34 qui se ferme. À ce moment-là, ça veut dire qu'en fait vous avez l'autorisation de faire fonctionner l'ensemble du reste du circuit. Ça veut dire qu'en fait, il y a des contacts compris entre 13, 14, 23, 24, 33, 34, 43 et 44 qui ont l'autorisation de se fermer.
Alors s'ils ont l'autorisation de se fermer, ça veut dire que lorsque je vais appuyer sur SH5 tout à l'heure, ce contact-là va se fermer. Si le Q3 et Q5 sont opérationnels, eh bien vous allez avoir KM2 et KM2X qui fonctionnent. Donc on a mis 2 contacteurs pour faire la redondance. Donc le module de sécurité surveille toutes les sécurités et on vient créer la redondance en multipliant par 2 les contacteurs. Donc quand ces bobines de contacteurs sont alimentées, bien entendu ces 2 contacts-là se ferment, provoquant l'automaintien. Et là, à ce moment-là, vous avez la continuité d'alimentation de ces 2 contacteurs. Alors pour revenir au niveau sécurité, vous avez l'arrêt. Mais bon, c'est un arrêt classique, mais vous avez Q3 et Q5. Alors, si vous regardez son schéma de puissance, Q3 est le sectionneur porte fusible d'alimentation du variateur, Q5 est le relais thermique. Alors, on va dire un petit mot du relais thermique, parce que le variateur de vitesse, normalement, il a une protection interne par rapport à ça. Au niveau du courant, il a une protection qui fait qu'il s'arrête de fonctionner dès l'instant où il détecte une anomalie au niveau du courant. Tout comme le relais thermique. Alors pour autant, on a mis les 2. Ce n'était pas nécessaire aux premières vues, mais je vous explique pourquoi on l'a mis. Le variateur, lorsque vous voulez redémarrer, vous faites un petit reset et puis vous pouvez redémarrer. Donc en fait, vous n'avez pas vraiment la mémoire de ce qui s'est passé juste un peu avant. Alors que le relais thermique, tant qu'il ne s'est pas refroidi, on ne peut pas remettre en fonction. Vous pouvez beau essayer de le réarmer, s'il est encore chaud à l'intérieur, il ne vous empêchera de redémarrer. Donc en fait, il a une petite fonction de mémoire. Cette petite mémorisation du défaut permet de s'assurer que le moteur est bien refroidi avant de redémarrer. Ça ne sera pas forcément le cas avec le variateur, puisque si vous faites un reset immédiatement derrière, et que le courant redevient normal, le moteur il est chaud, et vous continuez à le faire fonctionner. Donc là, vous pouvez avoir un problème technique. Donc si on revient sur le module de sécurité, c'est bien ce Q3 et Q5 qui, en fait, s'il y a un souci, va permettre la coupure de l'alimentation de ces 2 contacteurs. D'ailleurs, ces 2 contacteurs, on les retrouve aussi sur cette ligne, donc KM2 et KM2X. Donc on voit bien cette histoire de redondance liée en plus au module de sécurité. Alors, on expliquera un petit peu tout le malaxeur juste après. On va aller sur la régulation de température. Alors la régulation de température, je vous rappelle qu'on va chauffer un élément de manière à pouvoir faciliter la mise en forme du savon. Alors, la mise en marche du chauffage se fait par intermédiaire du bouton S6, donc c'est un commutateur. Donc quand celui-ci est fermé et que l'appareil Q4 qu'on retrouvera ici, Q4, donc c'est un sectionneur porte fusible, est fermé. À ce moment-là, vous avez l'alimentation par l'intermédiaire du régulateur de la bobine KM3. Cette bobine KM3, on va la retrouver sur ces contacts ici, ce qui permet en fait l'alimentation de la résistance de chauffe. Alors, si je reviens dessus, le régulateur de température, pour réguler, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de la consigne, donc c'est vous qui allez la mettre sur le régulateur, et il a besoin aussi de pouvoir mesurer la température, c'est ce qu'il va faire avec une sonde PT100. C'est ce que vous voyez, ce qui est ici. Alors une sonde PT100, c'est une sonde en platine qui fait 100 ohms à 0 degré. Donc en fait, en mesurant la valeur de la résistance, on connaît la valeur de la température. Il y a des tables ou des formules mathématiques qui permettent de le faire. Donc, dès l'instant où le régulateur donne l'autorisation de faire fonctionner le chauffage, ce contact-là se ferme et c'est lui qu'on vient réguler au fur et à mesure que la température évolue. Alors, on a besoin aussi de la protection, c'est-à-dire que si la température elle nous échappe pour une raison ou pour une autre, on a besoin qu'on ne dépasse pas des températures qui pourraient provoquer des brûlures sur les opérateurs. Donc on retrouve ici le relais à seuil de température qui en fait s'enclenche dès l'instant qu'on a dépassé la température voulue. Donc elle a sa propre sonde, c'est logique, une sonde pour la mesure, pour la régulation et une sonde pour la sécurité. Ce contact-là, qu'est-ce qu'il fait? Dès l'instant où il détecte un seuil qui est dépassé, vous avez en fait une désalimentation à ce niveau-là qui font que vous ne pourrez plus alimenter la bobine KM3 quoi qu'il se passe. Donc c'est une sécurité. Donc sur cette planche que vous voyez ici qui porte le nom du Folio 003,
vous avez ici un système qui va vers le variateur. En fait, c'est le potentiomètre de consigne. Le variateur qu'on va utiliser dans ce système est un variateur qui, en fait, a le réglage de la vitesse par un potentiomètre. Donc, ce n'est pas des contacts qui viennent se fermer et puis des valeurs qu'on vient mettre en pré-réglage. Non. Alors, remarquez ici que les folios 001, 31, 001, 29, ce sont en fait les liens pour connaître où vont ces trois petits fils. Donc là, si je vais sur le folio 1, qui est ici, vous voyez le folio 1 en bas à droite, ici, et qu'on va au 29, 30 et 28, on voit qu'ici, on retrouve ces trois fils qui viennent ici. Et on sait d'où ils viennent, puisque si on regarde le folio 3, 36, 37, 35, je vais retourner au folio 3, aller 35, 36, 37, hein, ici, et vous les retrouvez, les trois fils ici, c'est bien ceux qui sont branchés au potentiomètre. Donc voilà, donc tout est cohérent. Bien sûr, tout n'est pas forcément connecté, hein, ça dépend des options que vous avez choisies. Alors, vous retrouvez aussi, bien entendu, toute la sécurité, notamment au niveau de l'IHM, donc interface homme-machine, donc il faut mettre des voyants s'il y a un souci. Donc le voyant défaut de l'extrudeuse, vous l'avez ici. Alors ce voyant, c'est que si vous fonctionnez KM2 et KM2X, c'est bien les contacteurs qui permettaient le fonctionnement du malaxe de l'extrudeuse. Et vous avez le fameux U1, qui est un contact normalement fermé, qui en fait provient du variateur de vitesse. Alors c'est quoi finalement? Le variateur de vitesse, il a une fonction d'auto-diagnostic. Donc quand il démarre, il se met en auto-diagnostic, d'accord? Et ce contact-là reste fermé, hein. Et dès l'instant que tout est OK, eh bien, il vient actionner ce contact, donc il vient l'ouvrir, d'accord? À ce moment-là, ben, la lampe elle s'éteint. Donc ça veut dire que dès l'instant que vous mettez sous tension et que le variateur n'est pas encore opérationnel, eh bien, le voyant défaut s'allume. Et bien sûr, il s'éteint au bout d'un certain temps, dès l'instant que le variateur a fini son diagnostic personnel. Bien sûr, Q5 étant le relais thermique du moteur de l'extrudeuse, eh bien, vous avez aussi, si un défaut, l'allumage de la lampe et puis un relais qui viendra éventuellement être utilisé pour alimenter une lampe extérieure ou autre. Il faut aussi connaître l'état du fonctionnement de l'extrudeuse. Donc là, on a une marche extrudeuse. Ben, quand on a les contacteurs KM2X et KM2 qui sont fonctionnels, ces deux contacts-là se ferment. Alors, il y a plein d'options supplémentaires. Si vous avez l'option du labellisage, ben, vous avez ça en plus. Et si vous avez un compteur horaire, ben, vous avez ça en plus, hein. Donc, voilà. Alors, si on regarde pour la régulation de température, on s'aperçoit que le régulateur de température, il y a plein de boutons autour. On doit pouvoir régler plein de choses, mais ce n'est pas forcément pratique. Et en plus, on ne peut pas observer les températures telles qu'elles sont, hein. Donc, on aimerait bien voir l'évolution pour voir combien de temps ça met, ou alors voir s'il y a une fluctuation importante, les constantes, et voir même peut-être utiliser les données pour pouvoir régler le régulateur. Donc, ce régulateur, il dispose d'une entrée série ici, et d'un cordon qu'il faut acheter, bien sûr, c'est une option. Ça vaut quand même une petite centaine d'euros, qui permet en fait de connecter le PC au régulateur de température. Et vous avez un logiciel qui s'appelle le CX Thermo Support, hein. Donc c'est un logiciel qui permet en fait de faire le réglage de tout le régulateur, mais aussi de récupérer toutes ces données. Donc là, vous pouvez voir la température, son évolution, le temps qu'il a mis, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Alors cette planche-là ne sert pas puisqu'on n'a pas l'option moteur hydraulique. Vous avez aussi tout ce qui est communication Modbus, etc. qui n'a pas été intégré pour l'instant. Donc on a pris l'extrudique le plus simple. Et enfin, vous avez par contre ce qu'on a pris, c'est le malaxeur qui est au-dessus du système. Donc ce malaxeur, bah, c'est simplement un moteur qui tourne, hein, avec des capteurs pour voir qu'effectivement on ferme le capot pour éviter de mettre les mains quand ça tourne. Donc vous avez son alimentation qui provient de l'alimentation générale, hein. Il suffit d'aller voir le 00138, hein, donc on va y aller vite fait. 00138, et vous avez ces trois fils qui sont ici qui font en fait l'alimentation, hein, du moteur du malaxeur.
Donc ici, vous avez un disjoncteur magnétothermique, d'accord. Les fameux deux contacteurs KM7 et KM7X qu'on va voir juste maintenant, et puis le moteur malaxeur triphasé de 180 watts. Alors, on va remonter sur le module de sécurité pour vous montrer la mise en fonction de ce malaxeur. Donc, si vous appuyez sur SH7, vous avez ce contact-là qui va se fermer. Si le disjoncteur n'a pas déclenché, celui-ci est bien fermé. Et vous avez donc l'alimentation des bobines KM7 et KM7X, d'accord. Puis les deux contacts d'automaintien qui se ferment pour permettant de relâcher le bouton H7 et vous avez le fonctionnement qui continue. Donc voilà son alimentation de la commande. Alors on revient sur le schéma de commande et on retrouve ici bien entendu son alimentation de la commande par l'intermédiaire d'un fin de course. Donc là il faut qu'il soit fermé pour pouvoir donner l'autorisation du fonctionnement ou ouvert. Donc là par exemple lorsque vous avez celui-ci qui est fermé, vous avez l'alimentation du défaut du capot. Ça veut bien dire qu'il doit rester ouvert, donc c'est normalement ouvert. Alors ici vous avez la lampe qui permet de vous montrer qu'effectivement elle est en fonction, et s'il y a un défaut du moteur malaxeur, vous avez ces contacts là qui viennent s'ouvrir. Donc voilà en gros tout le fonctionnement de l'Estrudic. Alors pour faciliter les câblages et puis surtout pouvoir un petit peu mesurer certaines choses à certains endroits, plutôt que chercher les fils, il vaut mieux regarder dans le bornier. Donc ici vous avez les borniers avec toute leur affectation au niveau des numéros. Donc, ce qui vous permet en fait rapidement de pouvoir faire des mesures sur les borniers sans chercher dans la platine complète, parce que ça peut être vite compliqué. Donc, vous en avez deux. Voilà. Bien, j'ai terminé pour les explications des schémas. Il faut de l'entraînement pour être à l'aise. Donc je vous invite à le relire régulièrement pour pouvoir être à l'aise pendant les séances d'atelier en BTS MS.